Alors, bonjour à tous. Guy, Camille, Patrice, bonjour. 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 Est-ce que vous voyez une Oui, très présentation? bien. Oui, très bien, très bien. Alors, est-ce qu'on est là? Je suis chez un client aujourd'hui, donc je vais essayer de rester à temps cette fois-ci. Mais on va voir comment ça se passe. Bon, alors aujourd'hui, on aborde le sujet de l'environnement. Donc, déjà, on a examiné trois piliers. Donc, la stratégie dit ce que la salle doit accomplir. Le personnel détermine si les bonnes personnes sont en place. La culture, qu'on a regardé il y a 2 semaines, détermine si, dans la pratique, elles font vraiment ce qui est attendu. Donc, aujourd'hui, le quatrième pilier, l'environnement. Nous allons explorer comment créer davantage de clarté dans l'environnement opérationnel. Euh, et bien sûr, on suit le cadre des 7 piliers, donc on fait la tournée comme ça. Alors, voilà un autre cadre, on va revenir ce webinaire. Donc, lorsqu'une salle de contrôle fonctionne sous la pression pendant les incidents, la qualité des décisions dépend aussi bien de l'information disponible dans la salle que de la facilité avec laquelle cette information peut être vue, comprise et partagée. Et il est souvent l'environnement est souvent conçu en fait pour paraître un peu beau. Euh, et pourtant, il est présent à chaque décision. Il façonne la qualité du travail de vos opérateurs bien avant qu'ils aient prononcé le premier mot pendant leur vacation. Et donc, cette séance, euh, nous partons sur ce que l'environnement signifie. On va introduire le cadre de référence international. Il y en a un pour la construction des salles de contrôle, la construction physique des salles de contrôle. On va appliquer cette référence sur 6 dimensions euh, 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 de clarté et pour que nous puissions déterminer à la fin avec un exemple concret. J'ai un exemple d'un centre opérationnel, d'un supermarché au Royaume-Uni. On va regarder ça ensemble. L'environnement d'une salle de contrôle n'est pas qu'une question d'esthétique, ni de confort, tous les deux très importants. C'est une infrastructure de la décision. Donc la disposition physique, la gestion des alertes, l'ergonomie des postes, les conditions d'éclairage et d'acoustique, tout cela influence directement la manière dont les décisions sont prises bien avant que l'opérateur en soit conscient. Dans beaucoup d'organisations, la salle de contrôle est conçue à partir des équipements. On choisit les consoles, les écrans, les logiciels, l'agencement de la pièce, puis on cherche à y faire fonctionner des équipes. Pourtant, lors de notre première séance sur la stratégie, nous avons vu que la première question devrait toujours être: quelle est la mission de la salle et quel service doit-elle fournir? Et l'environnement devrait être la conséquence de cette réflexion et pas son point de départ. Alors, il existe une norme internationale qui définit ce que signifie concevoir délibérément un environnement de salle de contrôle. Et c'est le
ISO 110-64, c'est une grande collection de documents, vous pouvez le lire si vous voulez, sur la conception ergonomique des postes de travail dans les centres de contrôle. Elle couvre la disposition physique des postes, la gestion des informations affichées, les conditions d'éclairage, d'acoustique, d'accessibilité. Ce n'est pas une norme bureaucratique, hein, il y a beaucoup à lire, mais c'est un référentiel de ce qui fonctionne, fondé sur des décennies d'expérience avec des experts dans des environnements à enjeux critiques. Peu d'organisations l'ont formellement appliquée à leur sein. Elle est connue si vous êtes dans ce domaine euh, euh, de, de l'ergonomie et des facteurs humains, mais les principes qu'elle encode se retrouvent dans toutes les salles de contrôle qui fonctionnent bien sous la pression. Donc, pour rendre ces principes un peu plus accessibles et opérationnels, j'ai développé ce petit cadre de clarté, donc une application de l'ISO 110-64 structurée sur ces 6 dimensions. Dans une salle de contrôle, un environnement performant ne se mesure pas uniquement sur son confort ou son apparence, il se mesure sur la clarté qu'il apporte aux décisions. Donc, vous pouvez utiliser ce cadre qu'on va regarder ensemble, un peu comme un outil de diagnostic ou un cadre de conception si vous êtes en train de regarder comment est construite votre salle. Euh, Vous pouvez l'appliquer aujourd'hui, dès qu'on a fini ce webinaire. Donc, on va prendre chaque lettre à son tour et on commence avec la circulation de la communication. Donc, soutenir des échanges rapides et fluides. La disposition physique détermine avec quelle facilité les opérateurs communiquent entre eux. Une salle bien conçue permet les échanges rapides sans friction. Et une salle mal conçue ralentit les échanges et ajoute du bruit au moment où la clarté est le plus nécessaire. Deuxième, euh, euh, deuxième point, les lignes de vue. Donc on veut supprimer les obstructions et améliorer la visibilité. Les opérateurs doivent voir les écrans partagés, les murs d'image, les informations d'état et leurs collègues sans effort. Les obstructions physiques, qu'il s'agit d'équipements mal placés, de postes trop hauts ou de cloisons inutiles, fragmentent cette euh, euh, conscience collective. Ce que ce qu'on ne peut pas voir sans se lever est souvent ignoré. Donc, s'il faut que je me déplace pour voir quelque chose, en fait, j'ignore cette information. Donc, troisième, c'est l'ambiance de travail. Et là, on veut dire l'éclairage, l'acoustique, le confort environnemental. Ce sont les conditions qui permettent de maintenir la concentration sur la durée d'un poste. Donc, si on voit les réflexions sur les écrans, l'acoustique qui amplifie le bruit, une température inadaptée, chaque inconfort épuise une partie de l'attention disponible. Aucun ne bloque individuellement le travail, mais ensemble, ils épuisent la réserve cognitive dont vos opérateurs ont besoin. Le R, c'est les routes et l'accès.
Donc, permettre des déplacements sûrs et ergonomiques. Les opérateurs, bien sûr, ils bougent dans la salle. Donc, une salle bien conçue permet ces mouvements sans friction, sans risque. Donc, pensez à les câbles non gérés, des espaces trop étroits ou des postes mal positionnés. Euh, bon, ça semble être des détails jusqu'au moment où ils ralentissent l'action ou ils créent un risque supplémentaire. Ensuite, on regarde les territoires fonctionnels, donc organiser l'espace par rôle ou par fonction. La conception par zone fonctionnelle réduit la charge de coordination. Donc, l'organisation physique de la salle reflète et soutient l'organisation opérationnelle de l'équipe. Le superviseur dispose de la visibilité nécessaire. Les opérateurs spécialisés accèdent rapidement aux informations qu'ils traitent. Ceux qui doivent collaborer sont placés à proximité. Donc, pensez, souvent on voit des rangs d'opérateurs. Euh, mais pensez peut-être à leur fonction si dans votre salle, vous avez plusieurs opérateurs, des petites sous-équipes qui font des fonctions particulières. Et pour finir, l'élimination des distractions. Donc, on réduit le bruit, le désordre, les alertes inutiles. Euh, un indicateur révélateur est la présence d'alarmes actives que les opérateurs ont appris à ignorer parce qu'elles ne signalent jamais rien d'utile. Donc, ce n'est pas un problème de procédure, c'est un problème de conception. L'environnement impose un filtrage mental qui ne devrait pas être là. Donc, euh, lorsque nous entrons dans une salle, nous devons ressentir une impression de calme maîtrisé, d'efficacité discrète, et en fait un sentiment de contrôle. S'il y a le bazar, s'il y a le bruit, ça n'aide pas aux opérateurs d'être concentrés, de réfléchir. Donc, regardons ensemble une image qui suscite souvent des réactions intéressantes. Euh, je vous montre cette salle. C'est une salle assez nouvelle d'un centre opérationnel de sécurité des plus grandes chaînes de supermarchés au Royaume-Uni. Et j'ai trouvé ça sur LinkedIn. Ils avaient fait une grande annonce et très fiers d'annoncer qu'ils ont fait un investissement de plusieurs millions de livres sur cette nouvelle salle. Et c'est une salle qui supervise euh, euh, tous les supermarchés de leur réseau, les caméras de surveillance et les alarmes. Et malgré cet investissement, on peut analyser cette image à travers du prisme de l'ISO 110-64 ou du cadre clarté qu'on vient de regarder ensemble. Et plusieurs problèmes apparaissent assez immédiatement. Donc, première observation, c'est l'éclairage. Donc, nous voyons ici un éclairage de bureau classique. C'est un choix très courant, mais rarement adapté à une salle de contrôle fonctionnant 24 heures sur 24. Excusez-moi, attendez.
les opérateurs travaillent principalement sur l'écran. Donc l'objectif n'est pas donc d'éclairer la pièce au maximum, mais d'éclairer les postes de travail, les murs d'image de façon intelligente. Donc on distingue déjà sur cette image un reflet sur les murs d'image. Et ce qui veut dire que l'éclairage juste au-dessus ne convient pas. Dans un environnement conçu selon les bonnes pratiques, l'éclairage serait zoné afin de réduire l'éblouissement. Idéalement, il serait également dynamique ou circadien afin de soutenir la vigilance et de limiter la fatigue au cours des longues vacations. Donc, on veut avoir des zones d'éclairage au-dessus du mur d'image qui est d'un niveau différent que ce qu'on a besoin sur les postes de travail, ce qui est un niveau différent pour les parties communes où on circule. Deuxième observation, c'est la gestion des câbles. Une mauvaise gestion des câbles crée à la fois un risque de santé-sécurité et un risque technique. Donc chaque câble visible représente un point potentiel de défaillance, de maintenance ou d'accident. Et dans un environnement conçu comme un système, ces éléments devraient être invisibles, en fait, et on a des bonnes solutions pour ça. Lié à ce point, c'est la troisième observation qui est les consoles. Et nous sommes manifestement face à des bureaux standards ici. Donc, dans un centre opérationnel moderne, on s'attend généralement à trouver des consoles réglables en hauteur permettant aux opérateurs d'alterner entre position assise et debout et d'ajuster précisément leur posture. Et même si dans cette image, ces consoles étaient réglables, la, la gestion des câbles que nous venons d'évoquer rendrait leur utilisation problématique. Une fois qu'on remonte la console, tout se bascule par terre. Donc, les différents éléments semblent avoir été choisis séparément plutôt que comme un système intégré. Quatrième observation, les sièges. Ce sont des sièges de bureau classiques, non pas des sièges conçus pour une utilisation opérationnelle prolongée. Or, un opérateur peut passer plusieurs heures d'affilée devant ses écrans. Le confort n'est pas ici seulement une question de bien-être, c'est une question en fait de performance durable, d'avoir le bon soutien pour la posture, très important pour continuer à être vigilant pendant des longues durées. Cinquième observation, c'est l'espace de circulation. La distance entre les rangées paraît, de cette image, limitée. Bon, on n'a pas les mesures, mais on voit les sièges très proches de l'équipement qui est par terre sur les couloirs. Donc cela réduit la facilité des déplacements, ça complique certaines interactions et diminue la flexibilité opérationnelle lorsque la salle fonctionne à pleine capacité. L'espace est une ressource opérationnelle au même titre que la technologie, il faut bien l'utiliser. Et dans le standard international, il y a des limites de mesure pour les espaces entre les consoles. Et enfin, les lignes de vue.
le mur d'image ici semble placé très près de la première rangée. Donc, le résultat, les opérateurs doivent lever la tête pour consulter les images, des informations affichées. Donc, sur quelques minutes, cela n'a aucune importance, mais sur une vacation entière, répétée jour à jour, cela devient une source de fatigue et de tension physique parfaitement évitable. Donc, une bonne ligne de vue permet de consulter l'information sans effort, sans se lever, sans devoir bouger la tête, etc. Donc, cette image nous invite en fait à poser la question, si cette salle représente un investissement de plusieurs millions de livres, où est passé cet argent? Alors, voilà la présentation pour aujourd'hui. Donc, j'ouvre aux questions. Oui, Guy, allez-y. Euh, Clarté de communication, ça a été le premier point. Oui, Et est-ce que tu pourrais l'illustrer dans cette salle, par exemple, oui. s'il te plaît? Alors, je reviens à la question toujours de stratégie. Pourquoi est-ce que cette salle est conçue? Quels sont les services qu'elles vont livrer? Euh, mais on voit, ici, on voit une salle organisée en rang. Donc, bon, j'ai jamais visité cette salle, hein, c'est pas un de mes clients. Mais imaginons que ces opérateurs sur le premier rang ici euh, euh, travaillent sur la même fonction. Peut-être ils observent des images de caméras de surveillance sur la même zone territoriale, même groupe de supermarchés. Disons. Si cet agent ici doit communiquer avec cet agent ici parce qu'il y a un incident où les deux agents sont impliqués, ben, ou j'utilise une messagerie électronique, ou j'appelle sur la radio, mais il est à deux pas de moi, ou il faut que je me lève et que j'aille le voir. Donc, si l'opération nécessitait cette collaboration, comment est-ce qu'on organise? Ben, on pourrait organiser euh, à, à- à- avec des petits îlots où les opérateurs qui travaillent ensemble sont plus à l'aise de communiquer entre eux. Aussi, si on pense que quelque part ici, il y a un superviseur qui regarde toute la salle, ben, en fait, il ne voit pas ce qui se passe au premier rang, parce qu'il y a le deuxième rang qui encombre sa vue. Donc, si un opérateur a besoin d'aide, parce qu'il y a un incident important, etc., qui est là de la main, euh, comment est-ce qu'on communique avec le superviseur qui est derrière un peu trop loin? Donc, il n'y a pas une seule façon de, de construire la salle, mais et c'est pour ça qu'on revient toujours à cette première question, c'est quoi la mission, quels sont les services qu'on va livrer, comment est-ce qu'on organise les équipes, euh, et une salle comme ça rangée avec des rangs euh, pourrait très bien être la bonne solution si les opérateurs, en fait, ne travaillent pas en, en paire. Euh, parce qu'ils ont, moi j'ai ma zone, j'ai mes magasins que je surveille, et c'est tout, et je ne parle pas avec mes collègues. Euh, donc, ça dépend toujours de ce que la salle doit livrer. Euh, mais bon, pour illustrer, voilà un exemple. D'accord. Est-ce que tu as déjà vu des estrades, peut-être, pour le chef de salle? Oui, euh, on voit ça. Alors, les salles que j'ai visitées au Moyen-Orient, euh,
sont beaucoup comme ça. Et en fait, alors là, il y a beaucoup de rangées. C'est des salles qui sont, je reviens à mon point au début, c'est des salles qui sont très beaux, mais mal conçues, en fait, opérationnellement. Donc, on voit des rangées d'opérateurs, des centaines parfois, gradés avec un superviseur, un chef au-dessus, bon, qui regarde ce qui se passe dans la salle. Mais je dis ça encore, si moi je suis au quatrième euh, 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 rangée, est-ce que je vois vraiment ce qui se passe en bas? Comment est-ce que je communique avec les opérateurs qui sont là? Quel type de communication est-ce que j'ai avec le superviseur? Est-ce que est-ce que c'est en fait l'escalade de l'incident, donc c'est le superviseur qui reprend à un niveau important? Est-ce que c'est un demande d'aide? Donc, si j'ai besoin d'aide, en fait, peut-être j'ai un bouton sur ma console, j'appuie le bouton, ça allume une lumière et le superviseur vient me voir. Bon, il faut vraiment connaître comment est-ce qu'on veut que la salle fonctionne. C'est quoi le rôle de chacun et l'interaction entre eux. Ok. Bah, ça va nous Oui. donner des idées avec Patrice pour remonter l'information. On voit bien le truc, la copie des écrans opérateurs et la remonter sur le chef de la salle. Bah oui, exactement. Donc, euh, euh, bon, j'en ai vu des systèmes conçus un peu comme ça. Sur le console, j'ai euh, un petit tablette, etc. J'appuie le bouton en disant le superviseur doit voir cette image ou cette vidéo. Bon, j'appuie et puis c'est parti. Bon, donc il faut en fait, euh, euh, je reviens toujours à cette question. Pourquoi est-ce que la salle est là? Que font les opérateurs? C'est quoi le service qui livre? C'est quoi la relation avec le superviseur? Et tout ça nous aide à construire la salle physique, la technologie, comment tout est adapté à cette mission. Euh, bon. Camille. Oui, merci. Euh, Moi, j'avais une question sur effectivement tous ces éléments de conception. C'est comment est-ce qu'on les traduit? Parce que souvent, les conceptions sont faites après à la fin par des architectes ou des maîtres d'œuvre. Comment est-ce que maître d'ouvrage, on peut orienter les maîtres d'œuvre dans leur conception, notamment parce que j'imagine bien noter la norme ISO dans le programme, noter les éléments de Mhm. clarté, etc. Mais comment s'assurer que ces sujets sont prioritaires dans sa conception, quoi. Ils sont Oui, bien oui, conçus, oui. sachant qu'ils n'ont pas forcément de notions opérationnelles fortes, quoi. Exactement. Donc, la solution simple, c'est que vous engagez un consultant comme moi. Parce que, en fait, en fait, c'est ce que je fais. Je traduis. Les architectes et les maîtres d'œuvre, en fait, ils connaissent la plupart, c'est pas tous, la plupart ne connaissent pas les salles de contrôle. C'est des architectes, ils prennent, vous leur dites j'ai besoin d'une table ici, ici, ils vous mettent un sketch. Bon, euh, pas de problème, Fabrice. Euh, euh, donc, euh, moi, ce que j'aide à faire, c'est euh, et je prends le modèle opérationnel, j'aide les clients à former leur modèle opérationnel et de le traduire euh, euh, en conception physique. Et on peut faire ça avec un architecte. Moi, j'ai une équipe avec qui je travaille, euh, sont pas architectes, mais ils sont formés dans l'ergonomie et les facteurs humains pour les salles de contrôle. Ils connaissent le ISO 11064 très très bien et ils peuvent vous dessiner euh, euh, un plan de la salle. Après, vous donnez à l'architecte qui traduit en quelque chose qui peut être livré. Euh, mais c'est d'avoir en fait un accompagnement avec quelqu'un qui connaît euh, les deux côtés et qui peut faire la traduction. Euh, alors, comment est-ce qu'on travaille avec nos clients? Là, je suis aujourd'hui chez un client, c'est une université, euh, et pour eux, on commence, on a commencé tout au début. Donc, on a fait un atelier
sur le modèle opérationnel, qu'est-ce qu'ils veulent que la mission soit sur cette salle, commencer avec stratégie. Donc, combien de personnes ils ont besoin dans l'équipe, ça veut dire quoi en tant que nombre de consoles dans la salle pour bien gérer les incidents qu'ils ont maintenant, mais aussi demain. Ils ont 5 sites à travers Londres, etc. Et on suit ça jusqu'aux mises en œuvre. Alors, ce n'est pas mon équipe qui vient avec boîte à outils pour faire la construction, mais c'est nous qui, avec le client, dessine le plan de la salle. Après, ils vont donner ça à leur maître d'œuvre qui va le mettre en pratique. Et nous, on sera là pour conseiller, pour aider, pour faire en sorte que tout est bien traduit en réalité. Donc, l'autre élément... Maîtrise d'ouvrage, par exemple. Pardon. C'est un format contractuel un peu d'assistant maîtrise d'ouvrage. Exactement, exactement. Et de l'autre côté, on aide le département commercial à faire les bons choix sur l'équipement. Parce que c'est une chose de savoir que j'ai besoin d'une console ici, etc. Mais on leur aide à faire les cahiers de charges pour quand ils vont acheter les consoles, les murs d'image, les logiciels. On essaye de comprendre ce qu'ils ont déjà. On va voir que on a 5 ans. Dans 2 semaines, quand on discute, non, dans 4 semaines, quand on discute sur la technologie, moi, j'aime mieux réutiliser ce qu'il y a déjà, l'investissement qui a déjà été fait en technologie, voir ce qu'on peut utiliser au maximum avant qu'on aille acheter quelque chose de nouveau. Donc, on aide à déterminer si l'équipement qui est déjà dans la salle est toujours bon, si on peut l'utiliser, ou s'il faut aller faire un offre sur le marché. Mais on est là jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas nous qui font la construction, mais on fait en sorte que tout est mené jusqu'au bout en bonne ordre. Très bien, je vous remercie. Je prendrai peut-être sûrement contact avec vous. Oui, volontiers, hein, volontiers. Fabrice n'a pas pu rester, mais j'étais à Brive visiter sa salle la semaine dernière. Donc, non, mais très, très, très content de discuter ensemble. Alors, d'autres questions avant qu'on finisse? Moi j'aurais plein de questions, mais on les garde pour plus tard. Oui, alors là, on a parlé il y a quelques semaines de culture. Donc là, chez le client, on a un atelier de culture. Donc en fait, et je vais faire une étude de cas sur ce projet quand on a fini, mais ils construisent une nouvelle salle pour réunir les 5 salles qu'ils ont en ce moment. Donc ils ont 5 petites salles, un sur chaque de leurs sites. Ils veulent une salle centrale pour fermer, pour avoir des opérations plus performantes. Donc, ça va être une nouvelle équipe. Et là, on a un atelier sur la culture. Quelle culture ils veulent concevoir dans cette nouvelle équipe, cette nouvelle salle. Donc, on commence vraiment tout au début du bas et on remonte. Donc, la prochaine séance, c'est le mardi 16 juin. Le pilier opération. Donc, on regarde réponse maîtrisée, gestion de crise réactive, et on va discuter de tous les enjeux autour de l'opération. Donc, merci, à la prochaine fois et bonne journée à tous. Merci. Merci, Chris. Au revoir. Au revoir. Au revoir.